Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction de ce début de semaine. Et nous commençons ce journal de la matinée avec la convention d'hier soir. Comme vous avez suivi sur Télé Djibouti, la convention de l'UMP, de la coalition de l'UMP, qui regroupe le PND, le PSD, le FRUD, l'UPR et le parti RPP. Donc le chef de l'État a également participé bien sûr à cette grande convention qui a vu la participation de presque 500 000 personnes djiboutiens qui sont venus assister à cette grande convention de l'UMP pour dire haut et fort que leur candidat est bel et bien Ismaïl Omar a gueulé pour l'élection, pour l'échéance démocratique de 2016. Et en compagnie de la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïd. La convention de l'UMP répond à des principes fondamentaux qui régissent la coalition des partis politiques. Mais qui sont-ils? Quel est le vrai rôle de cette convention éclairage dans ce reportage de la rédaction? L'Union pour la majorité présidentielle UMP donc, a tenu hier soir sa troisième convention en prévision des élections présidentielles d'avril prochain. Cet événement reste toutefois le symbole de l'unité et constitue une véritable démonstration de force pour la coalition de l'UMP. Il s'agit là d'un processus qui obéit à certaines règles, selon la porte-parole de l'UMP, qui est également la présidente du Parti social-démocrate, Mme Hasna Moumin Bahdon Farah. Donc, la convention devra en effet réunir plusieurs dizaines de milliers de leaders d'opinion et a permis d'entériner les décisions de différents congrès. Donc, une fois que chaque parti ait tenu son congrès séparément et entériné donc le candidat de l'UMP, la convention réunit l'ensemble des dirigeants de la coalition, mais aussi et surtout des responsables des sections de base des partis qui la composent sur l'ensemble du territoire national. Donc, au cours de cette convention, c'est tout cet ensemble réuni au même endroit qui plébiscite le candidat de l'UMP. On peut donc dire que les dizaines de milliers de participants à cette convention restent synonymes des grands électeurs de l'UMP. Dans le cadre de l'assistance sanitaire en faveur des familles nécessiteuses dans les régions de l'intérieur du pays, l'hôpital Al-Rahma a organisé hier une caravane médicale à Arta, organisée en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, la CNSS et financée par les bienfaiteurs de l'État du Koweït. Cette caravane s'est déroulée sous la supervision du ministre de la Santé, Dr Qasim Saq Ousmane, le chef du bureau d'Afrique de l'Est de l'ONG Al-Rahma, Abdelaziz Al-Kinderi, ainsi qu'une délégation de l'ONG Al-Surat
conduite par Ibtihal Al-Ayoub. D'autre part, cette caravane a vu la participation du conseiller du ministre de la Santé, Mayoub Hatim, et le directeur régional du comité africain du secours de l'État du Koweït, Abdul Qani Al-Quraishi. Rappelons que le ministre de la Santé et le préfet de cette région d'Arta, Abdullah Dalaki, ainsi que le président du conseil régional, Omar Jam Odoua, ont visité l'hôpital régional d'Arta pour s'enquérir du bon déroulement de cette démarche entreprise par la caravane médicale. Au total, environ 1000 personnes de la ville d'Arta et d'autres localités de la région ont pu bénéficier de ces consultations et des médicaments gratuits ont été offerts par l'hôpital Ar-Rahma. Notons également que cette action noble intervient un jour après la cérémonie de la pose pierre du projet de construction du village Assoura, financé par les bienfaiteurs de l'État du Koweït. De leur côté, la population de cette région d'Arta ont remercié le ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane, et l'ONG Ar-Rahma pour ce noble geste. Et je vous propose à présent d'écouter l'intervention du ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane. En tant que responsable de la santé, j'ai tenu aujourd'hui à me rendre à Arta pour voir le déroulement de la caravane médicale que nous avons organisée au niveau de l'hôpital d'Arta. Cette caravane a été organisée en collaboration avec le CNNS, Ar-Rahma et le ministère de la Santé. Et nous avons l'obligation, et ça c'est l'engagement du président de la République, son Excellence M. Soumaïl Omar Guelleh, qui a ordonné à ses ministres à ce que la population de chaque région puisse bénéficier des mêmes qualités de soins dans leur région, puisse avoir l'école dans leur région, puisse avoir de l'eau à boire, puisse avoir les toits et puisse avoir le travail dans leur région. Nous nous engageons à ce que des journées similaires vont être organisées très prochainement pour que le reste des populations qui ne peuvent pas être traitées aujourd'hui puissent l'être très rapidement et leurs problèmes seront résolus, Inch'Allah. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a présidé hier également une cérémonie de pose de la première pierre du village Assourat dans la ville blanche de Tadjoura. Cette cérémonie a vu la participation du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïda, le président du conseil régional Hassan Hussein, ainsi que le sultan de Tadjoura, Abdelkader Mohamed Hamed. D'autre part, une délégation importante de l'État du Koweït, et notamment Abdelaziz Al-Kindari, chef du bureau de l'Est de l'Afrique de l'Est et l'ONG Ar-Rahma International, ainsi que le directeur régional du comité africain de secours ont assisté à cette grande cérémonie. Le village Assourat, qui est financé par des bienfaiteurs koweïtiens, est composé notamment de 50 logements sociaux, une école primaire et une mosquée, selon l'ingénieur de l'ONG Ar-Rahma International. Cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par l'ONG Ar-Rahma pour accompagner les processus de développement économique et social de notre pays. Ce projet va contribuer aux actions du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie de la population les plus démunies de cette région du nord du pays. Cette cérémonie de pose pierre a été couronnée par une série de discours, notamment les interventions du représentant des bailleurs de fonds de l'État du Koweït, le discours du préfet de la région de Tadjoura et le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Koweït, Adel Al-Mourami. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a prononcé un discours dans lequel il a félicité l'ONG Ar-Rahma et l'association Assourat pour le financement de ce projet de construction de ce village. Nous proposons de l'écouter. ووصلنا إلى ربتة لتوزيع بعض المؤن الغذائية لأسر الفقراء هنا، وإن شاء الله يعني هذا الخير وفير وكثير، ونتمنى أنه يتبعه خير آخر، ونشكر الإخوان جميعا من Ce village, plusieurs composantes, une école, une mosquée, un atelier pour les femmes et 50 logements. C'est un village qui se trouve à 3 km de Tadjoura et nous avons réalisé également dans ce secteur un forage qui produit à peu près 6 mètres cubes heure. Il y a encore un autre forage qui est en train de se réaliser. Je crois que ce village sera le premier campement de la ville de Tadjoura 2 qui est en train de se construire à quelques centaines de mètres de large.
Je crois qu'il est important que ce geste social soit fait à la population et nous sommes heureux aujourd'hui de savoir que des ONG koweïtiennes s'intéressent beaucoup aux œuvres caritatives en République de Djibouti et c'est aussi notre devoir de leur faire découvrir la région. Et après avoir posé la première pierre de ce village, nous sommes allés à Ripta et par la suite nous sommes venus au Sable Blanc également leur montrer un peu les sites touristiques qui peuvent être plus tard exploités et pourraient attirer des touristes koweïtiens à l'avenir. Aussi, il faut savoir que les ONG qui sont arrivées ici étaient représentées pour la plupart par 25 femmes de tous âges qui avaient justement chacune des idées, des propositions. Et je crois que c'est une forme de campagne de sensibilisation que l'ONG As-Surat et l'ONG Ar-Rahma sont en train de faire pour faire découvrir aussi aux jeunes koweïtiens ce que les trésors dont regorge la République de Djibouti, et notamment la région de Tadjoura, les Sables Blancs et toutes les belles montagnes qu'ils ont pu voir autour de Tadjoura. C'est tout pour ce journal de la matinée. Restez avec Ferdous Hussein m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Ferdous, bienvenue sur ce plateau. Et nous allons parler tout d'abord de la Libye où un attentat meurtrier a eu lieu depuis la chute. Tout à fait, Choukri. Bonjour à tous. C'est l'attentat le plus meurtrier en Libye depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011. Plus de 50 personnes sont mortes à Zitlen, au nord-ouest du pays, lorsqu'un kamikaze a fait exploser un camion citerne devant un centre de formation de la police. 300 personnes se trouvaient dans le complexe, essentiellement des gardes-côtes qui suivaient une formation. Le bâtiment se trouvant en centre-ville, il y a eu aussi des blessés parmi les passants. Environ 120 personnes ont été admises dans deux hôpitaux les plus proches. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais l'État islamique est dans tous les esprits. Lundi et mardi, il a mené une offensive pour tenter de s'emparer d'installations pétrolières, notamment dans le port d'El Cedra, le plus grand site de stockage de pétrole du pays. 4 réservoirs ont pris feu et les pompiers tentaient encore mercredi de venir à bout de flammes. Une dizaine de gardes assurant ainsi la sécurité du site aurait péri dans des affrontements. La prise de cette zone pétrolière par Daesh serait d'autant plus grave que cela de la part de la majeure partie des exportations du brut libyen. Et notre deuxième sujet, Choukri, parle essentiellement de la fusillade, celle qui a eu lieu à Tel Aviv. L'auteur présumé de cette fusillade qui a eu lieu le 1er janvier dernier a été abattu. Âgé de 31 ans, a été repéré dans son village natal, dans le nord d'Israël. Il a été tué dans un échange de tirs avec les forces de sécurité. L'homme était en fuite depuis qu'il avait ouvert le feu à la terrasse d'un bar en plein centre de Tel Aviv. 2 clients avaient été tués et 7 autres personnes blessées. Un chauffeur de taxi arabe-israélien avait aussi succombé à ces balles. L'assaillant aurait eu des complices selon la police qui a arrêté plusieurs de ses proches durant la traque. Après une cavale d'une semaine, avait finalement été localisé dans un de ses anciens domiciles et abattu par la police. Et au Mexique, l'État mexicain a rattrapé le grand narcotrafiquant El Chapo qui s'est évadé en septembre dernier. Voilà. En juillet dernier plutôt. Tout à fait. Le baron de la drogue le plus recherché au monde a été capturé. El Chapo se serait évadé de sa prison de haute sécurité au Mexique. Juillet dernier, il a été appréhendé lors d'une opération de la marine dans l'état de Sinaloa, dans le nord-ouest du pays. L'opération d'envergure a eu lieu dans le fief d'El Chapo, à la tête du cartel du Sinaloa, le plus puissant du Mexique, dans une maison où se trouvaient des hommes lourdement armés. 5 ont été tués et 6 détenus. Aucun détail en revanche n'a été donné. L'homme avait déjà été blessé dans de précédentes tentatives de capture, notamment celle d'octobre dernier. Le narcotrafiquant, 58 ans, s'était évadé d'Altiplano, près du Mexique, par un passage creusé sous la douche de sa cellule
s'ouvrant sur un tunnel d'1,5 km qui s'était déjà évalué en 2001. Sa cavale avait alors duré 13 ans. Ça te rappelle pas Prison Break? Bien sûr, la série Prison Break, il a été appréhendé, c'était même le président mexicain Peña Nieto, s'était même dit qu'il allait rattraper. Parce voilà. que et hier soir, il a annoncé sur son compte Twitter que c'était une victoire et voilà. C'est peut-être un plus pour sa campagne électorale. Et toi, bien sûr. Merci Feldouz. Je te retrouve tout à l'heure pour un nouveau focus. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, une nouvelle édition à 15h, Inch'Allah. Bye bye, à tout à l'heure.